Voilà donc pour l'essentiel. Il est 12h33, on va parler de Tchernobyl. Ça fait 30 ans, jour pour jour, que cette explosion a donc eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes écrivain et spécialiste de la Russie. Et Olivier Santiki est sur le plateau aussi. Bonjour Olivier. Bonjour. Grand reporter à TF1 et vous êtes rentré de Tchernobyl à la fin du mois de mars. Vous avez tourné pas mal de sujets pour TF1 notamment. On en verra un certain nombre, notamment ce soir dans le 20h. Les images qu'on va voir, ce sont donc les vôtres. Elles ont été tournées par Vincent Lachat et Vincent Pierron qui vous ont accompagné pendant votre tournage. On va peut-être déjà regarder sur la carte où se trouve Tchernobyl, parce que ça n'est pas évident pour tout le monde. À combien de kilomètres de chez nous environ ? À peu près 2000 kilomètres, voilà, et c'est assez près de la capitale Kiev finalement, une centaine de kilomètres. Voilà, à la limite de l'Ukraine et de la Russie. Qu'est-ce que vous avez vu en arrivant là-bas ? C'est toujours la désolation ? Désolation, c'est un grand mot. Ce qui est frappant, c'est que la nature, elle n'attend pas l'homme, puisque l'homme est exclu de cette zone qui fait 10 km pour la plus sensible et une trentaine en tout. Donc il y a beaucoup d'animaux, même si on les voit pas à chaque coin de forêt. Donc la nature, elle est vraiment presque exubérante. Et on a aussi la sensation de... Enfin, visuellement, c'est assez impressionnant. Des zones qui sont quasiment vides de toute population. Oui, c'est ça. Donc parce qu'il y a des zones qui sont interdites encore. Hein. Il y a des zones qui sont interdites. Alors, on peut y entrer pour des durées limitées, avec des guides officiels notamment. Ça permet le développement chaque année d'un marché touristique d'ailleurs. Ah oui. Mais qui veut n'entre pas. Hein. C'est vraiment un périmètre qui est délimité avec des checkpoints. Et qui veut n'habite pas d'ailleurs. Et alors, encore moins. Voilà, il y a des personnes, un tout petit nombre, qui sont à peu près 150 aujourd'hui au lieu de 115 000 à l'époque, pour la partie ukrainienne j'entends, qui sont revenus s'installer avec on va dire la bénédiction des autorités. Ce sont des personnes âgées qui veulent finir leur jour dans leur petite maison traditionnelle. Mais c'est tout, on est sur des volumes qui sont très faibles. Pierre Laurin, à l'époque, comment ont réagi les autorités au moment dans les minutes qui ont suivi et dans les jours qui ont suivi ? Dans les minutes qui ont suivi, les rapports, alors que l'explosion chimique, pas nucléaire, c'est une explosion chimique qui a balayé le toit de la centrale, qui n'avait pas d'enceinte de confinement, et donc les radiations du cœur qui étaient en quasi-fusion se sont répandues très rapidement. Et les premiers rapports des autorités locales étaient de dire « Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va régler le problème et la tranche de la centrale pourra être remise en service très rapidement. » Mais ça, c'était de bonne foi ou pas ? De bonne foi. Vous savez, le problème en Union soviétique, c'est que les gens étaient pris dans un système. Le système, c'était dépasser le plan, remplir et dépasser le plan. Donc pour eux, ce qui était urgent, c'était de rétablir la situation de manière à pouvoir continuer à travailler. Et à quel Or, et c'est ça qui est important, c'est que à quel point peut-on dire que celui qui dit aux autorités non, on va réussir, n'est pas entraîné par une sorte de fatalisme et à la limite de bonne foi? Ou bien est-ce que délibérément il se dit je sais très bien que ça ne va pas marcher, mais je vais mentir pour sauver mon poste? À partir de quel moment on a pris l'ampleur de la catastrophe? J'entends les Russes, les Ukrainiens, mais nous aussi, je veux dire en Europe de l'Ouest. Eh bien, pour les Russes, enfin pour les Soviétiques, pour Moscou, l'ampleur a réellement été prise au soir du 26. Donc quelques heures après, quoi. En fait, 12 heures à peu près, ou même un peu plus, 18 heures après la catastrophe, parce que là, les rapports devenaient très inquiétants. Mais la première réaction, ce n'est pas de dire « prenons des mesures de sécurité et de sauvegarde ». La première réaction, c'est de dire « envoyons une commission pour voir ce qui se passe réellement ». Ce qui fait que pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu de mesures de sécurité. Par exemple, le 1er mai, il y avait à Kiev, à 100 km, le défilé traditionnel du 1er mai. Non seulement il n'a pas été annulé, mais les participants ne savaient même pas qu'il y avait un nuage radioactif au-dessus de leur tête. Oui, c'est ça. Alors maintenant, comment ça se passe maintenant? Parce que donc à l'époque, au bout d'un certain temps, les villageois notamment ont été pris en charge. On a vu dans le sujet du journal tout à l'heure, on a commencé les évacuations quelques temps après. On a dit aux gens, il faut partir de votre maison. Et maintenant, comment ça se passe? Je vous poserai la question après des gens que vous avez rencontrés. Ils sont encore pris en charge, ces gens, ou pas? Non, la plupart des gens sont partis, ont été évacués, ils sont partis dans leur famille. Vous savez, en Union soviétique,
les problèmes de réinstallation de personnes évacuées ne se posaient pas de la même manière que maintenant dans tous les pays. On sait très bien que les populations japonaises autour de la centrale de Fukushima ont été prises en charge. Là-bas, on évacuait, puis ensuite les gens se débrouillaient de trouver où s'héberger. De toute façon, les liens familiaux étant très denses en Union soviétique et toujours dans les anciens pays de l'Union soviétique, il n'y avait pas réellement de problème. On trouvait facilement à se loger chez de la famille quelque part. Donc, il n'y avait pas ce côté angoissant de dire qu'est-ce que je vais devenir. Ensuite, le travail était plus ou moins garanti. On trouvait du travail à tout le monde, même si c'était improductif, ce n'était pas grave. Donc, tout le monde a été pratiquement recasé. Ceux qui sont revenus, ce sont effectivement les plus âgés. Parce qu'eux, ils n'avaient nulle part où aller. Ils avaient leur petite maison dans les alentours. Donc, ils voulaient retrouver leur environnement. Et comme ils étaient effectivement âgés, pour les autorités, ça ne posait pas grand problème. Qu'elles meurent des radiations dans 5 ans ou qu'elles meurent de vieillesse dans 5 ans, ils pensaient que c'était exactement la même chose. C'est un calcul un peu cynique, mais c'était les calculs qui étaient faits à l'époque. Et pas seulement en Union soviétique, mais également, on se souvient d'un certain scandale en France, où l'on se disait, après tout, une surcontamination, puisque les personnes sont déjà contaminées, ça ne présente pas de problème. Comment ça se passe aujourd'hui, Olivier, pour ces gens qui ont été irradiés, pour certains sont malades, certains sont morts déjà, et puis certains sont malades. Est-ce que d'un point de vue médical, ils sont pris en charge ou pas? Oui, alors il y a des visites médicales qui sont menées régulièrement, mais comme ça vient d'être excellemment résumé, ça concerne d'abord un tout petit volume de population, et ce sont des personnes qui, 30 ans ont passé. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont autour de 70, 80 ans et qui développent par ailleurs des pathologies liées à la vieillesse. Donc, il n'y a pas un enjeu sanitaire majeur sur ces populations-là. Il n'y a pas eu de choses comme ça. Alors non, encore une fois, on était dans un système, un système très soviétique contre lequel on ne se retournait pas, surtout quand on était un individu un peu isolé comme ça, dans une petite maison traditionnelle. Et contre lequel on se retourne pas encore maintenant. Non, mais il n'y a pas de grief. Il y avait une volonté de ces personnes âgées de revenir, finir leur jour, pas s'éloigner du petit cimetière où il y a les aïeuls. Et puis voilà, ça suffit à leur bonheur. Alors, on a dit beaucoup a priori, d'ici l'année prochaine sera construit un énorme dôme en acier qui fait pour une espèce de sarcophage pour couvrir la centrale. On en est où de cette construction, de la construction de cette arche? Alors, c'est quasiment achevé. C'est quasiment achevé. La mise en place se fera à la fin de cette année. Ah oui. Voilà, donc fin 2016. 6 mois, oui. Par contre, pour la mise en service, parce qu'après, il y a toute une série de vérifications, de procédures assez lourdes. Donc ça, ce sera ultérieur, ce sera pour l'année 2017. Mais le gros du chantier, il est achevé pour la partie confinement. Parce que c'est évidemment le plus spectaculaire, c'est très spectaculaire, mais il y a toute une série de chantiers de génie civil très lourds sur le site de Tchernobyl pour notamment conditionner de bonne manière et stocker sur le long terme le combustible. Tchernobyl, c'était 4. C'était 4 réacteurs. Les 3 autres ont continué de produire après l'accident. Ça s'est terminé définitivement en 2000. Donc vous voyez, le temps est passé. Il y avait un projet, à terme, Tchernobyl aurait dû accueillir 10 réacteurs. C'était vraiment un projet pharaonique. Donc ce combustible qui a produit jusqu'en 2000, on ne parle pas de celui du réacteur numéro 4 parce que lui, il est toujours au fond et c'est un prurite dont on ne sait pas trop que faire pour l'instant. Donc ces 3 réacteurs-là ont produit du combustible qu'il faut bien, comme dans nos centrales à nous, qu'il faut bien stocker, entreposer de manière sûre. Et tout ça pour un démantèlement final qui est prévu pour quand? On sait déjà? Ah non, on se donne là, en fait, avec ce sarcophage dont vous parlez, on se donne 100 ans, puisqu'il est garanti, entre guillemets, 100 ans. Il est censé être hermétique pendant 100 ans. Voilà, et on se donne 100 ans pour réfléchir et régler le problème. Mais comment on va régler le problème? Qu'est-ce qu'on va faire du combustible dont on vient de parler, du
des débris du bâtiment du réacteur numéro 4, du sarcophage qui a été construit dessus, tout ça est hautement radioactif désormais. Évidemment, oui. Donc ce sont des milliers de tonnes de matériaux. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va devenir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, Olivier Santiki, Pierre Laurin, merci infiniment. On retrouve vos sujets dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut, je crois d'ici un quart d'heure, vous avez un sujet qui sera diffusé, et puis ce soir également aux 20h. Merci infiniment, on va changer complètement de sujet.